Bonjour, c'est notre 8e webinaire. Aujourd'hui, oui, le thème est un thème tout à fait important, les ressources humaines dans le domaine de la défense. Comme vous le savez, ce domaine fait face à de nombreux défis en matière de ressources humaines traditionnelles, mais sans doute avec les actualités récentes encore plus importants. Besoin de croissance de ces ressources, recherche également de sens pour les jeunes générations, évolution de la relation entreprise-salarié depuis de nombreuses années par rapport à ce que les anciens connaissaient. Nous proposons aujourd'hui donc un certain nombre de thématiques que je trouve très riches. Le recrutement, les problématiques de recrutement et d'emploi, la situation aujourd'hui, la problématique du maintien des compétences, la mobilité professionnelle et la fidélisation des personnels. Nous sommes aujourd'hui, pour votre information, 228 inscrits. N'hésitez pas à nous poser les questions durant les interventions. Euh, je les recevrai, je les poserai aux intervenants. Comme d'habitude, nous vous adresserons un questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire, ainsi que la synthèse de ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter maintenant les intervenants. Caroline Krikowinski, vous êtes depuis mars de 2023, bientôt un an, directrice des ressources humaines de la Direction générale de l'armement. Préalablement, vous avez été directrice adjointe du cabinet d'Olivier Dussopt, qui à l'époque était secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Donc, vous connaissez bien la fonction publique. Et puis, vous avez été directrice adjointe des ressources humaines du groupe Caisse et Dépôts. Donc, un passage, je vais dire, dans l'entreprise. Michael Butterbach, bonjour à tous. Vous êtes directeur des ressources humaines d'Airbus Défense et Space France, presque un mois. Mais préalablement, vous étiez directeur des ressources humaines d'Airbus France. Vous êtes également membre des commissions sociales de l'UIMM, l'Union des industries minières et métallurgiques, ou métallurgiques et minières, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, et du GIFAS. Besoin de décrire ce qu'est le GIFAS. Vous avez donc une vision interindustrielle tout à fait intéressante de ces enjeux RH. Jean Belin, titulaire de la chaire économie de défense Academ. On rajoute Academ depuis quelques temps, puis donc titulaire depuis novembre 2013. Les personnes intéressées par le webinaire vous connaissent donc bien. Vous êtes également maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Jean, désolé Caroline, je vais commencer par Jean. Il va nous permettre de camper le décor, si j'ose dire. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter dans votre position de chercheur l'état général du marché du travail et notamment les déterminants de l'offre de travail? Oui, très bien. Donc, si on regarde un peu, on peut regarder un petit graphique sur les créations d'emplois. Donc, la crise du Covid en 2020 a fortement fait chuter à la fois l'activité et l'emploi. Et puis, alors, c'est pas le bon, c'est le premier, voilà. En 2021, on a assisté à de fortes créations d'emplois qui se sont poursuivies en 2022 et 2023. Et au final, sur la période, on a rattrapé la perte d'emploi qu'on avait eue pendant le Covid et on a eu des records en termes d'emploi. On a créé sur la période plus de 1,2 million d'emplois. Alors, par la suite, à la fois l'inflation et puis l'augmentation du taux d'intérêt ont réduit la demande globale. Et puis, on voit que fin 2023 et début de 2024, on a une baisse des créations d'emplois. Alors, ces fortes créations d'emplois ont amené des difficultés dans le recrutement, hein, comme on peut le voir sur l'autre graphique. On a atteint en 2022 un record en termes de difficultés de recrutement. Dans l'industrie, en 2022, 65% des entreprises éprouvent des difficultés de recrutement. Alors depuis, ce taux a un peu baissé, hein, mais on reste toujours à plus de la moitié des entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement. Alors, concernant, donc on a fini avec les graphiques. Concernant les déterminants de l'offre d'emploi dans la littérature économique. Alors, dans la littérature économique, pour étudier l'offre d'emploi
on utilise le modèle néoclassique, donc on maximise notre utilité sous contrainte de revenus. Et donc, du coup, l'offre de travail va dépendre à la fois des préférences des individus et du salaire réel. Et puis, on va rajouter d'autres déterminants, hein, comme la durée du contrat, l'intérêt des missions, ou d'autres avantages indirects. Dans la presse, on a parlé de changement de comportement au niveau des déterminants de l'offre de travail, notamment chez les jeunes. Donc, on a essayé de regarder un peu dans les enquêtes si ces changements de comportement étaient validés par des données. C'est pas tout à fait le cas. L'enquête la plus complète, c'est l'enquête à partir des données de l'APEC et de Terra Nova, qui montre que les jeunes ont un peu la même approche du travail que les plus anciens. Le critère le déterminant dans cette offre de travail, c'est la rémunération. Et puis viennent ensuite l'intérêt des missions et l'équilibre de vie. Mais on retrouve à peu près ces trois objectifs, hein, quelles que soient les classes d'âge. Bien surprenant. Je pense que nos intervenants réagiront sur cet élément-là. Et précisément là, c'est sur les emplois en général. Et vous avez abordé. En ce qui concerne les emplois du secteur défense, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter? Oui. Alors sur la défense, hein, il y a très peu de recherches, hein, donc c'est le rôle de la chaire de faire des recherches dessus. Dans la littérature économique, il y a une partie de la littérature qui s'intéresse au marché du travail, mais dans la défense, mais plus du côté des militaires, qui va analyser les déterminants de l'offre de travail des militaires, qui va trouver hein, l'importance à la fois du salaire, des préférences individuelles, mais aussi le goût du risque, l'amour de son pays, l'employabilité du conjoint, hein, qui sont d'autres déterminants. Et puis, cette littérature étudie aussi l'effet de choc plus structurel sur l'offre de travail des militaires, hein, comme l'augmentation du taux de scolarisation, la baisse du taux de chômage. Voilà, on analyse un peu les conséquences sur l'offre de travail des militaires. Alors, dans l'industrie de défense, il y a peu de recherches sur le personnel. Ce que l'on sait, c'est que à partir des dépenses d'équipement et des dépenses ou des recettes des exportations, on peut estimer en 2023 à 250 000 emplois le nombre d'emplois dans l'industrie de la défense et qui se répartissent à peu près moitié-moitié entre les donneurs d'ordre et la chaîne de sous-traitance. Alors, on sait également, alors c'est des résultats sur données allemandes d'un article qui a été publié. On sait que ce personnel est moins mobile que le personnel du civil. Comme autre caractéristique, on sait que les entreprises de défense sont... Oui, sur mon mobile, ce que vous disiez. Non, on ne sait pas pourquoi, hein. On voit juste... C'est un constat. voilà, c'est un constat. Alors, peut-être des compétences plus spécifiques, peut-être un intérêt des employeurs de conserver son personnel, hein, de maintenir nos compétences. Donc ça, on aura peut-être des éléments de réponse par la suite. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que ces entreprises sont très intensives en recherche et développement et ont une activité spécifique. Du coup, elles ont beaucoup de cadres, d'ingénieurs et de chercheurs, plus que les entreprises traditionnelles. En termes de répartition des emplois, ces emplois sont répartis un peu partout sur le territoire national, mais on va retrouver des centres importants et certaines concentrations, alors à la fois en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en PACA, dans le centre ou en Bretagne, avec à chaque fois des spécialisations. Et puis, ce qu'on peut dire pour finir, hein, c'est que quand on regarde les métiers en tension, hein, parce qu'on a parlé des difficultés de recrutement tout à l'heure, on n'a pas les mêmes difficultés de recrutement sur tous les métiers. Les métiers qui sont le plus en tension, finalement, dans l'industrie ou au niveau des chercheurs et des ingénieurs, mais on va retrouver les mêmes besoins dans les entreprises de défense. Donc, vous risquez aussi d'avoir des tensions sur les ingénieurs, les chercheurs, et puis sur des techniciens, peut-être plus des spécialités industrielles que vous allez également rechercher. Bien, merci beaucoup. Caroline, Michael, commentaire vous pouvez avoir sur ce que vient de dire Jean, et en particulier sur l'aspect ce que pensent les jeunes et comment les jeunes voient le. Oui. Caroline? Je partage effectivement les constats qu'a rappelé Jean. Et donc, ce qui me semble effectivement important, c'est de rebondir sur la dernière étude sur les jeunes qui, effectivement,
vient démontrer justement que les attentes sont les mêmes. Il Oui. n'y a pas de conflit entre les générations et que nos plus jeunes recrues ont les mêmes attentes tout à fait saines et légitimes que les plus anciens. Des attentes autour du sens, de l'intérêt des missions, autour également de la capacité à être utile, à être acteur, actif dans un monde qui est en pleine transformation, et puis aussi des attentes légitimes de parcours, de développement professionnel, d'équilibre de vie. Donc, c'est important, voilà, de le souligner et de montrer en quoi une politique RH, bien sûr, répond à ces attentes. Il y a pas effectivement de spécificité de défense sur ce sujet. Moi, ce qui me marque aussi, dans l'exercice de mes fonctions, c'est peut-être le rapport au temps, qui change. Et à cet égard, peut-être que le secteur de la défense, est peut-être là, un peu particulier parce que dans la défense, on s'inscrit dans un temps long et on doit aussi se mettre dans un finalement du plusieurs échelles de temps. À la fois un temps court, on le voit bien avec aujourd'hui l'économie de guerre et notre capacité, produire, en temps réel et de manière accélérée, un certain nombre d'équipements et de matériel, mais aussi, voilà, cette projection, dans le temps, dans l'histoire, et c'est aussi, je pense, cette capacité à être dans différentes temporalités, qui nous caractérise et qui donne du sens à l'exercice de nos missions et qui aujourd'hui, fédère, nos collaborateurs et nous fédère tous, je pense, dans le cadre d'un esprit de défense, au-delà du ministère des Armées et de toute la communauté, du secteur de la défense. Caroline, ça c'est votre vision en tant que DRH de la DGA, donc de l'administration, ministère des Armes. C'est industriel, est-ce que, Michael, est-ce que vous partagez pardon, votre vision? Est-ce que vous avez d'autres On commentaires? peut se tutoyer. Ah non, mais Dans Jean et Caroline, on parlait beaucoup de sens et moi je pense qu'on est en train de vivre un moment sociétal qui est en fait particulier avec pendant la crise Covid, de l'argent, pendant la crise Covid, beaucoup d'argent, et puis ensuite une crise énergétique, une crise économique, des crises géopolitiques. Et tout ça à un moment où, malgré tout, on est en plein emploi, vous l'avez dit, et une déconstruction des corps intermédiaires. Je crois plus dans la politique, je crois plus dans la religion, un monde de l'éducation qui est dans une situation difficile, tout comme le monde médical, et un challenge vis-à-vis de la représentation de la force publique. Donc là, on a tout va bien. Donc. toute une société qui se regarde en se disant, mais si jamais on passe toutes ces étapes, de toutes les façons, avec le challenge autour de la protection de l'environnement, le monde est dans une situation qui est quand même assez compliquée. Ce que je pense, c'est que l'entreprise a un rôle essentiel à jouer en ce moment et que en donnant du sens, vous l'avez dit tous les deux, autour de l'esprit de défense, mais aussi autour de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des produits qu'elle fabrique sur la protection de la planète et la décarbonation de nos produits. C'est là qu'on va pouvoir faire la différence, montrer qu'on est sérieux dans ce que l'on fait et réussir à attirer les pionniers qui vont nous aider à résoudre et à relever l'ensemble de ces défis. Donc c'est possible. Par contre, il faut se relever. Bien, merci. Caroline, pouvez-vous nous présenter succinctement, notamment pour remettre les attentions après, votre politique de recrutement que vous menez à la DGA, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés éventuellement, et les dispositifs que vous mettez en œuvre pour les surmonter. Alors peut-être quelques éléments concrets pour bien comprendre la DGA. Je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs la connaissent. La DGA, donc c'est à peu près 10 650 collaborateurs, 80% de civils et 20% de militaires. Ça, ce chiffre et ce ratio est peut-être insuffisamment connu du grand public. La plus grande partie de nos effectifs sont des civils et 90% de nos effectifs sont des personnels ingénieurs, cadres, techniciens et ouvriers. Donc voilà, une grosse dominante technique dans l'exercice de nos fonctions. On est une direction qui voit ses effectifs croître depuis 2019, donc ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire, mais on est aujourd'hui engagé dans une phase de transformation avec encore une fois une croissance assez significative de nos effectifs.
même si on reste tout petit, entre guillemets, au sein du ministère des Armées, hein, puisque, pour vous donner un ordre de grandeur, on recrute à peu près 1000 personnes par an, versus 20 à 30 000 personnes pour le ministère des Armées. Donc, ça donne, voilà, aussi cet ordre de grandeur. Ce qui nous est spécifique, c'est que l'on recrute sur une diversité de compétences et de métiers. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui parce que, on recrute pas effectivement, des bataillons sur tel et tel métier, mais vraiment à chaque fois, 1, 2, 3 unités sur telle et telle compétence ciblée. Ce qui veut dire qu'en termes de politique de recrutement, on doit à la fois, viser large, et donc se faire connaître du grand public, et en même temps avoir une politique de sourcing très ciblée, pour répondre à nos besoins de compétences. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est effectivement de faire face à cette stratégie de croissance effective et de renouvellement démographique. On a mis en place, je le disais, une politique de communication très active sur les réseaux sociaux, sur aussi tous les médias pour justement développer la notoriété, la visibilité de la DGA. Mais parallèlement, c'est important aussi qu'on fabrique, entre guillemets, notre propre ressource. Donc on est engagé dans une stratégie de pré-recrutement avec une politique de stage, d'apprentissage qui là aussi se développe. À partir de 2024, on va expérimenter le subventionnement entre guillemets d'étudiants pour pouvoir verser donc une allocation financière à certains étudiants dans certains domaines pour qu'ensuite ils puissent nous rejoindre avec un engagement de servir. Donc ça va nous permettre aussi, voilà, d'attirer de nouveaux publics. On essaie aussi aujourd'hui d'expérimenter la délocalisation de certaines de nos équipes pour tenir compte du fait que certains bassins d'emploi sont saturés, et qu'on a intérêt finalement à s'appuyer sur un maillage territorial qui est important pour nous, hein, puisque nous avons 18 sites en région. Donc on a commencé là pour le cyber avec notamment des pôles qui ont été mis en place à Toulouse et à Toulon, et on souhaite vraiment avoir cette même stratégie pour d'autres métiers en tension, pour là aussi développer d'autres types de viviers sur la France. Michael, en ce qui concerne l'industrie. We pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est le sens et la raison d'être que souhaite avoir Airbus et que l'on communique. Et chaque mot compte. On connecte les gens, on protège les gens et en même temps, on sait qu'on a des challenges à relever qui n'ont jamais été relevés dans le passé, mais qui sont possibles. Juste si on fait un petit flashback, il y a plus de 100 ans, les ingénieurs d'époque disaient que faire voler quelque chose qui était plus lourd que l'air, ça n'était pas possible. Et puis des pionniers un peu fous ont démontré que si, ça l'était. Et donc on travaille beaucoup sur notre marque employeur, faire connaître au plus grand nombre l'ambition qu'a Airbus, à la fois de connecter les gens, de protéger, et aussi d'être responsable vis-à-vis de l'impact de nos produits sur la planète. Juste un petit mot, un avion neuf, hein, c'est déjà 25% d'émissions de carbone en moins, et on a une feuille de route qui est très sérieuse sur une décarbonation totale de nos produits. On protège aussi, et c'est important de faire connaître nos produits et la façon dont on travaille au plus grand nombre. Donc, on utilise les salariés d'Airbus comme ambassadeurs pour aller expliquer, communiquer, donner du sens. Comme Caroline l'a dit, on a besoin aussi de remonter beaucoup plus tôt la chaîne de valeur de l'éducation. Et donc, on va grandir le nombre d'accueils de stagiaires de troisième, de seconde. Depuis quelques années maintenant, à chaque fois qu'un salarié d'Airbus vient avec son enfant ou quelqu'un de sa famille, il va accueillir en même temps un jeune, soit d'un quartier prioritaire, soit d'une zone rurale, permettre au plus grand nombre de découvrir les produits et puis ensuite de rejoindre les filières du monde de l'éducation qui va leur permettre de nous rejoindre ensuite. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous puisque on voit qu'on a besoin de s'investir un peu plus tôt dans la chaîne de valeur de l'éducation pour avoir des jeunes qui nous rejoignent. Après, le marché de l'emploi est en tension, hein, on l'a vu juste avant avec moi. Donc, on a ouvert aussi nos métiers au plus grand nombre
en venant accompagner des demandeurs d'emploi avec des formations spécifiques pour réussir à les intégrer vis-à-vis de nos métiers et faire face à ces besoins de recrutement. Et puis, ce qu'on va aussi faire, c'est, une fois qu'ils ont rejoint nos différents services, c'est augmenter le volume de tuteurs par rapport à ce qu'on avait pu avoir comme habitude de faire pour pouvoir les intégrer à la culture de notre entreprise et à la compréhension de nos produits et challenges que l'on a et que nous partageons. Ces éléments concernent le groupe Airbus, mais est-ce qu'il y a également, ça concerne les activités de défense du groupe Airbus? Est-ce qu'il y a des spécificités en matière de recrutement, de formation, que tu viens d'évoquer là? Alors, absolument, et on va être dans comment développer l'esprit de défense vis-à-vis des gens qui vont nous rejoindre, pour pouvoir avoir cet accompagnement aux produits que l'on fabrique. Bien. Caroline, donc la question suivante concerne la mobilité. Quelle politique de mobilité est pratiquée par la DGA? Là encore, quelles sont les difficultés éventuelles et comment faire pour les surmonter? On a une politique active et historique des mobilités. Alors, je suis assez surprise effectivement par rapport aux chiffres qui étaient communiqués dans l'étude de genre, parce que chez nous, en tout cas, la mobilité interne à la DGA, elle est encore une fois au cœur de la politique RH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour maintenir des compétences, on fait des parcours professionnels dans la durée et donc tous nos personnels sont mobiles et c'est comme ça qu'ils se construisent leurs compétences et qu'ils restent au top des exigences techniques, opérationnelles de la DGA. Donc, on a vraiment une politique de lignes directrices de gestion qui définit comment on construit son parcours, des durées d'exercice de fonction. On a un accompagnement RH qui est extrêmement important à tous les niveaux pour accompagner ces parcours de mobilité. Et encore une fois, c'est extrêmement important pour l'employeur comme pour le collaborateur. Pour le collaborateur, pour des questions forcément de motivation et dans la durée, mais pour nous, pour préserver, compléter, renforcer ce capital de compétences, ce qui fait que les personnels, aujourd'hui, bougent, en moyenne entre 3 et 6 ans, ce qui veut dire qu'on a quand même un turnover assez important aussi, à gérer, en interne. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est plutôt renforcer les mobilités externes à la DGA. D'une part, on a un bassin de mobilité naturelle avec le ministère des Armées, donc on a des partenariats avec toutes les entités du ministère pour travailler sur des parcours croisés et on travaille notamment sur un renforcement de la surface d'échange avec les armées. Ça, c'est important pour nous aujourd'hui que nos personnels aillent plus fréquemment s'immerger, entre guillemets, dans les forces armées, que ça soit nos militaires, mais aussi nos civils, pour bien comprendre, encore une fois, les spécificités, les attentes de leurs partenaires, de leurs clients, entre guillemets. Donc ce que l'on souhaite faire, c'est voilà, c'est valoriser et accompagner ces mobilités à l'extérieur, en faire un jalon dans l'accès aux responsabilités, la fois pour nos cadres civils, nos cadres militaires, le reconnaître dans la promotion, l'avancement, de manière à ce que effectivement régulièrement nos personnels aillent faire ces temps de respiration, de décloisonnement, d'apprentissage, d'autres méthodes de travail à l'extérieur de la DGA. Donc ça va être un de nos marqueurs forts pour les prochaines années, pour encore une fois une logique de promotion, d'accès aux responsabilités, d'un point de vue collaborateur et d'un point de vue manager. Ce que l'on souhaite faire également, et ça c'est quelque chose qu'on va expérimenter aussi à partir de cette année, c'est finalement au sein du ministère des Armées considérer qu'on est un espace sans frontières. Alors ça peut paraître normalement normal ou naturel, mais par exemple sur notre population de contractuels aujourd'hui, cette mobilité-là est pas si fluide que cela. Donc là aussi on va expérimenter avec le cyber. On s'est mis d'accord avec la DGSE, le ComCyber, pour créer un territoire de mobilité, c'est-à-dire que les personnes pourront de manière extrêmement fluide, sans couture, passer d'une administration à l'autre, parce que c'est important pour nous de créer cette filière ministérielle cyber. On pourra peut-être dans un deuxième temps étendre cette stratégie à d'autres partenaires publics, encore une fois dans une logique de parcours professionnel, de fidélisation, mais aussi de
de réponse à un besoin employeur sur des filières stratégiques. Donc encore une fois, une mobilité qui se construit, aujourd'hui, avec un certain nombre d'outils au sein du ministère des Armées, mais aussi avec nos partenaires extérieurs, pour répondre à des besoins, de motivation, de fidélisation, mais aussi vraiment des besoins de compétences et de maintien de ces compétences dans la durée pour ce ministère des Armées. Pour défendre Jean, même s'il n'a pas été attaqué, je crois que l'étude qu'il a citée sur les mobilités dans l'industrie de défense, c'était en Allemagne. Bon, c'est en Allemagne et c'est de la mobilité entre entreprises, hein, pas à l'intérieur de l'entreprise. Hein, donc, il peut y avoir des cohérences avec nos deux conclusions. Michael, donc mobilité Airbus. Alors, côté Airbus, alors déjà, je rebondis sur le point de Caroline où nous, on serait prêt à mieux accueillir le personnel de la DGA, y compris sur une période limitée. Et là, on voit qu'on a besoin de continuer à travailler ensemble pour créer ces passerelles et faciliter ces parcours formants. Après Airbus, donc notre activité, c'est les avions commerciaux, c'est les hélicoptères civils, les hélicoptères militaires, c'est les satellites d'observation de la Terre, de télécommunication, c'est les avions militaires, le PAC-5, l'Eurofighter. Et donc, du coup, c'est des opportunités de travailler sur des produits passionnants, de travailler partout dans le monde, de travailler sur différents types de métiers. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'offrir à l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, avec la complexité de l'animal qu'est la mobilité. Parce que ça veut dire se remettre en cause quand on est mobile, ça veut dire face à une situation familiale particulière, ça veut dire un challenge à un moment, ça veut dire un développement personnel, ça veut dire énormément de choses. Et ça vient se percuter avec une politique d'entreprise qui se veut, comme l'a dit Caroline, très volontariste sur la mobilité. On a à peu près, on est un peu plus de 130 000, 15% de mobilité. Donc, vous voyez le volume de mobilité interne qui est généré, mais qui vient se confronter à la réalité sociétale de mais moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de m'engager? En interne, en externe? Et donc, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une communication très dynamique vis-à-vis de nos collaboratrices et de nos collaborateurs sur l'opportunité qu'ils peuvent avoir en termes de développement personnel. On organise sur certaines filières des parcours formants spécifiques euh, pour s'assurer qu'on va garder de compétences et qu'on va préparer nos collaborateurs à prendre un niveau de responsabilité dont on a besoin. On va s'assurer qu'on a la possibilité d'avoir des passerelles entre développement de manager et développement technique d'expertise. Et qu'une fois qu'on est dans une filière, on n'est pas complètement bloqué. Donc, on va essayer de travailler sur l'ensemble de ces axes. On a bénéficié, vous avez mentionné la métallurgie, finalement d'une évolution de la classification des postes qui ne vient plus reconnaître uniquement une part d'ancienneté, mais qui va plus s'axer sur quelle est la responsabilité d'un poste. Et à partir du moment où j'assume ce poste, j'en ai aussi tous les attributs, et notamment les attributs financiers, ce qui permet d'apporter aussi une clarté comment je me projette et comment est-ce que je peux me préparer à aller prendre un nouveau poste en ayant finalement le bénéfice d'une manière immédiate, hein, on le voit dans l'évolution de la société. Voilà, donc c'est tout ça, la mobilité. C'est un sujet qui est passionnant, et sur lequel on n'arrête jamais. Et bien sûr, puisque tu l'as mentionné, on va pousser aussi nos collaborateurs à ne pas rester dans uniquement un domaine de produit, mais à bénéficier de cette opportunité qu'on a à Airbus d'avoir autant de possibilités, titre personnel. J'ai eu la chance, alors dans les ressources humaines, mais de pouvoir avoir une carrière à la fois au niveau des hélicoptères, des avions et maintenant des satellites et du domaine de la défense. Et comment Airbus gère la mobilité dans le secteur de la défense au sein d'un groupe international? Parce que, par exemple, il y a beaucoup, et c'est facile, des ingénieurs allemands de travailler dans des activités de défense française, ou des ingénieurs français de travailler dans des activités compte tenu de la spécificité du monde de la défense. Alors, si j'essaie d'être positif, je pense qu'on a énormément évolué sur notre capacité à travailler en transnational.
Et d'ailleurs, on le voit régulièrement dans les journaux sur il faut créer l'Airbus des batteries. Cette semaine, je crois que c'était l'Airbus de l'automobile, l'Airbus 2. Donc, ça veut dire que la capacité à créer une vraie entreprise internationale est reconnue. Après, c'est vrai que dans le domaine particulier de la défense, on peut avoir des domaines spécifiques avec euh, ce qu'on appelle le eyes only par rapport à une nationalité. Donc, French eyes only, UK eyes only, German eyes only. Ça fait partie de ce qu'on doit respecter. Mais je trouve que part des spécificités qui sont assez limitées. On est très ouvert dans notre capacité à travailler sur la part la plus importante du produit. Donc, c'est absolument possible. Caroline, politique de fidélisation. Quelle est la politique qui est pratiquée pour maintenir la motivation et la compétence, donc la fidélisation au sein de la DGA? Quelle est la politique que vous pratiquez à la DGA? Il y a plein de choses. Je l'imagine, Et mais donc, on a évoqué déjà plusieurs sujets. On a parlé de la politique professionnelle. On pourrait parler de la politique de formation qui est aussi extrêmement développée à la DGA pour justement à la fois maintenir les compétences et permettre à chacun de développer son capital de compétences. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de revenir à des basiques, c'est-à-dire que on fait confiance à nos collaborateurs et on les chouchoute. On souhaite vraiment mettre l'accent sur l'autonomie, la délégation, la subsidiarité, donner la clé du camion à nos collaborateurs pour qu'ils puissent vraiment porter leurs projets, mener à bien les missions qui leur sont confiées et pour cela aussi les soutenir dans l'exercice de leurs fonctions. On a encore la chance d'avoir quelques fonctions support pour justement soutenir nos personnels ingénieurs, techniciens, ouvriers dans l'exercice de leur mission. C'est important pour nous voilà, que tout passe bien dans les meilleures conditions pour eux. La fonction RH aussi qui est très présente auprès des collaborateurs. Enfin, moi, j'ai quand même connu plusieurs univers RH et je peux témoigner du soin qui est apporté dans cette direction collaborateurs de la DGA. On met aussi beaucoup l'accent sur la politique famille, l'aide aux conjoints, l'aide aux enfants, on en a parlé tout à l'heure. C'est important aussi pour fidéliser, de pouvoir accompagner nos collaborateurs dans leur expérience de vie, mobilité, mais aussi quand ils sont tout simplement dans l'exercice de leur fonction avec un certain nombre de contraintes particulières. On met vraiment voilà, l'accent sur ces dimensions, encore une fois, de base, mais qui, quand on travaille sur les conditions de travail, sont importantes pour motiver les collaborateurs le matin pour venir travailler à DGA. L'accompagnement des managers de proximité également, qui font partie voilà, des conditions de motivation de tout un chacun. J'ai vu qu'il y avait une question sur la rémunération, donc je vais aussi le traiter parce que c'est aussi un enjeu d'importance pour nous. On souhaite effectivement retravailler notre politique de rémunération pour avoir davantage de reconnaissance justement des parcours professionnels, des compétences, de l'engagement de nos collaborateurs. Mickaël a évoqué le chantier là, de la métallurgie qui a été l'occasion pour nous à la DGA aussi de retravailler toute notre politique salariale pour nos personnels contractuels avec voilà, le fait de pouvoir se doter de nouveaux leviers de valorisation financière de nos collaborateurs, de nos managers. Et ça, c'est important parce que, effectivement, il est important aujourd'hui, alors, la définition dans un contexte de pouvoir d'achat que l'on connaît et d'inflation, de pouvoir préserver cette dimension de vie de nos collaborateurs, mais aussi, encore une fois, d'envoyer des signaux de reconnaissance dans un marché de travail qui est extrêmement compétitif, avec une guerre des talents qui est enfin, vous l'avez tous dit, extrêmement importante, dans le secteur de la défense tout particulièrement, puisque on partage bien sûr des ressources, mais on voit bien cet enjeu aussi pour nous de préserver nos compétences dans la durée. Donc, l'enjeu aujourd'hui, ça va être aussi de déployer de manière à la fois sereine et opérationnelle cette nouvelle politique salariale, qui n'est pas neutre, hein, parce que ça appelle aussi
plus de différenciation dans la façon de reconnaître les métiers, les collaborateurs. Et donc, il y a tout un accompagnement aussi dans cette politique salariale pour qu'elle se passe, encore une fois, dans les meilleures conditions. Une des forces de la DGA, là aussi, moi, c'est quand même un des rétextes que je fais après un an d'exercice des fonctions, c'est le fort attachement des collaborateurs de cette maison à cette maison DGA, avec des collectifs de travail qui sont extrêmement soudés. Donc j'ai pas envie de casser ce qui fonctionne aujourd'hui très bien. C'est vraiment une richesse d'avoir autant d'attachement, de passion, de solidarité dans l'exercice des fonctions. Et donc cette politique salariale, elle doit vraiment envoyer des messages de reconnaissance sans nuire à cette collectivité, ce collectif de travail qui aujourd'hui fonctionne très bien et qui est aussi une de nos sources de performance aujourd'hui. Michael, dans l'industrie, est-ce que cette fidélisation est aussi réussie, si j'ose dire, telle que le présente Caroline? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour la renforcer? En tout cas, c'est un travail sans fin. Je pense qu'il faut en permanence renouveler. Simplement dire ils ou elles l'ont étudié en école d'ingénieur, ils ou elles rejoignent une des meilleures entreprises. Donc du coup, ils vont rester, ça ne marche plus. Non, c'est pas suffisant. Donc il y a des axes multiples sur lesquels il faut travailler. Donc, le premier, enfin, le premier, mais on a dit qu'il faut qu'on soit capable de plus donner de sens à ce que l'on fait et montrer comment tout un chacun dans des structures assez importantes, hein, 130 000 personnes, ça commence à devenir beaucoup, surtout sur autant de pays. C'est comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux m'engager. Si je prends quelques exemples, on a parlé du challenge autour de l'emploi. On a un lycée professionnel à Airbus qui a été créé il y a plus de 50 ans sur des métiers très industriels. Euh, on a un challenge sur la partie cybersécurité. On a créé une école de cybersécurité où les professeurs, avec un diplôme reconnu, où les professeurs de cette école sont des salariés d'Airbus qui viennent donner de vrais cours avec un vrai diplôme, mais c'est les salariés d'Airbus qui le font. Et ça contribue à la fidélisation, Ça pourquoi? contribue à la fidélisation, ça contribue à répondre à votre problématique de l'emploi et ça donne du sens. Je partage, j'attire à l'extérieur, j'explique et puis surtout, je vais transmettre ce qu'on m'a transmis et la culture de cette entreprise. On est sur aussi beaucoup d'actions, d'engagement autour de la responsabilité sociale de l'entreprise qui ne doit pas être juste du quelque chose en rose ou en vert, mais vraiment, je m'engage. On a des centaines de salariés d'Airbus qui s'engagent vis-à-vis de jeunes sur des actions de mentorat pour pouvoir les accompagner, soit à du retour à l'emploi, soit à un premier emploi avec des associations comme les petits Monde du Talent, où les salariés d'Airbus s'engagent à accompagner les jeunes. On a organisé un charity run. C'est simple à dire, mais on avait 4000 salariés d'Airbus de l'ensemble des différents secteurs de l'entreprise qui ont couru ensemble sur une action de charité. Autour de l'esprit de défense, on encourage nos salariés avec l'accompagnement des salariés réservistes opérationnels sur leur facilité, leur engagement quand ils sont en mission pour les différentes armées, en cliquant sur le fait qu'on a une convention particulière avec l'international. On fait la même chose pour la sécurité civile et nos salariés qui sont pompiers volontaires. Et donc, du coup, on va comme ça travailler sur des choses qui donnent du sens, où chacun a la possibilité de se reconnaître. Notre exemple, on a proposé aux salariés de l'Airbus de passer le BIA, brevet d'initiation aéronautique. Normalement, c'est plutôt les jeunes qui le font autour de 16 ans. 2000 salariés d'Airbus qui ont suivi des cours, 350 qui ont passé leur diplôme ensemble, dans un hangar à côté d'un avion. Et là, on a pu sentir cet engagement finalement vis-à-vis du produit, à la culture de l'entreprise. Et ensuite, bien entendu, la partie des
en règles de vie et des accords et des règles sociales est aussi importante. Donc, on vient de finir, après 130 journées de négociations avec les partenaires sociaux, la refonte complète de nos accords d'entreprise en utilisant la transformation de la convention collective de la métallurgie, les 180 accords d'entreprise qu'on avait à Airbus et qui couvraient l'ensemble des personnes en France, des différents secteurs de notre entreprise. Certains accords datés des années 70. Donc, on s'est assis autour de la table avec les partenaires sociaux parce que le dialogue social est aussi un élément qui est fondamental à l'intérieur de notre entreprise. Comment est-ce qu'on communique avec les représentants des salariés d'Airbus? Et donc, on a réécrit nos accords. À la fin de cette réécriture, on a eu, bien entendu, une signature majoritaire. Et après cette évolution d'accord, on a eu nos élections professionnelles. Et là, 80% des salariés d'Airbus ont voté. Après 130 journées de négociation, ça renvoie aussi un message très fort et très important sur l'intérieur de l'entreprise. Le dialogue social est respecté. Il fait partie de cette culture d'entreprise. Donc, c'est à la fois des axes sur nos produits, sur la culture de l'entreprise, sur moi en tant qu'individu, comment est-ce que je suis considéré, et en même temps sur du collectif. Comment est-ce qu'on travaille sur la partie activité, mais aussi continuité d'un dialogue social qui est maintenu et qui est important. Merci beaucoup. J'ai déjà pas mal de questions, mais j'invite évidemment à poursuivre les propositions de questions parce que c'était une partie très intéressante, mais si j'ose dire, la petite question est au moins aussi intéressante. Alors, une première un peu générale, je ne sais pas à qui je peux la poser, peut-être Jean dans un premier temps, mais le secteur de la défense souffre en général, je pense, d'une image défavorable. Que peut-on faire pour changer cela? Je ne sais pas les jeunes embauchés, mais les jeunes à l'extérieur. Il y avait une newsletter de la chaire sur la perception de la défense par les jeunes. L'image n'était pas négative. Et ce que je vois en tant qu'enseignant, que on a des formations de défense, c'est que l'image de la défense a beaucoup changé depuis la guerre en Ukraine. Effectivement, sur une Vrai de l'Ukraine ou c'était encore avant? non, depuis l'Ukraine, on a vraiment un changement majeur. L'attentat, par exemple, de 2015, il n'y a pas eu un changement? Il y en avait un petit peu, mais qui était quand même léger. Hein. Le gros changement, c'est pour moi, c'est l'Ukraine. Je ne sais pas si vous confirmerez ou pas. C'est peut-être aussi le discours qu'on a, les médias qui parlent beaucoup de ça, une image aussi qui est très positive. On voit l'intérêt de la défense. Pour moi, c'est en train de changer. Après, c'est des choses qui sont assez volatiles, donc il faut peut-être aussi travailler sur des facteurs plus structurants, hein, parce que là, l'actualité donne une bonne image à la défense, ça peut aussi se retourner, hein, donc il faut derrière avoir peut-être des éléments plus structurants que cette perception chez les jeunes. Peut-être pour compléter la question, la réponse, parce que là, c'est finalement pas une action qui a été faite, c'est le constat enfin, c'est un fait historique et extérieur, la guerre en Ukraine, mais y a-t-il besoin d'avoir des actions proactives auprès de la population des jeunes pour qu'ils aient une image peut-être plus positive quand même encore de la secteur de la défense? Pour rebondir sur la question et sur ce qui a été dit, j'ai pas vraiment ce sentiment de communauté, de l'ensemble des jeunes qui seraient contre le secteur de la défense. Je pense qu'on est très clair. Alors, côté Airbus, on a cette différenciation des produits avec un axe civil qui est très fort avec les avions commerciaux. Mais sur la partie des produits militaires, on est aussi très clair sur ce que sont nos produits et on travaille sur notre esprit de défense. Quand je discute avec mes collègues de Dassault ou de MBDA, la partie la responsabilité de l'entreprise et l'esprit de défense est aussi très clair. Donc finalement, quand les gens postulent, ils nous connaissent. Donc, mais il n'y a pas de... en tout cas, moi, je ne le sens pas. Une espèce Oui, là, c'est possible. J'entends, mais c'est vis-à-vis dans les lycées, dans les universités, dans les écoles, y a-t-il? Mais peut-être qu'il n'y a plus. De mon temps, il y avait. Je peux vous dire, il y avait. Je ne le sens pas autant que ce qu'on pourrait le dire. Caroline, un commentaire ou...
Oui, d'ailleurs, j'avais une question aussi sur le sujet. Un des outils pour nous, c'est justement la stratégie sur les réseaux sociaux qui nous permet. Alors, on avait un compte LinkedIn qui marchait extrêmement bien, mais là, on vient d'installer un compte Instagram en janvier qui est un vrai succès et où on a beaucoup de retours et beaucoup de candidatures pour venir travailler là déjà parmi les jeunes. Le sujet que l'on a, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que, on est en croissance et en même temps, on doit avoir une politique ciblée sur nos recrutements, sur des compétences particulières. Donc c'est comment aussi, répondre à cet, engouement que l'on voit sur nos réseaux sociaux où les jeunes veulent nous rejoindre et donc, là aussi mettre en place, de la bonne information pour mieux communiquer sur les métiers sur lesquels on recrute, pour ne pas créer non plus, de la déception. En tout cas, encore une fois, cette création qui est vraiment récente, hein, janvier 2024, montre bien qu'on a besoin de faire beaucoup de pédagogie et une nouvelle approche de communication auprès des jeunes pour faire passer des messages, faire passer aussi cet intérêt pour le secteur de la défense, sachant que indépendamment des réseaux sociaux, on a finalement la capacité au sein du ministère des Armées à recruter sur des formats différents les jeunes. On avait déjà des contrats armée jeunesse qui étaient aussi un levier intéressant pour permettre un engagement personnel sur une durée limitée pour nos jeunes. On a aujourd'hui la réserve sur laquelle on met vraiment l'accent aussi et qui est un outil pour attirer des jeunes euh, diplômés ou non sur certains métiers. Alors à la DGA ou au ministère des Armées, tous ces dispositifs d'engagement temporaire sont aujourd'hui une force pour tisser, retisser, renforcer ce lien entre le ministère et la jeunesse et on souhaite bien sûr les exploiter au maximum dans le contexte que l'on connaît. Oui. Non, il faut aussi peut-être faire mieux connaître le monde de la défense, hein. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été entreprises ces dernières années, à la fois par le ministère des Armées, qui a monté des formations à l'université, alors que l'université était peut-être loin de la défense, hein. Donc ça permet de faire connaître la défense aux étudiants. Et puis on le voit, les entreprises se sont rapprochées aussi effectivement des lycées, des écoles, des universités. Et donc ça a pu aussi faciliter la connaissance du monde de la défense par les jeunes et puis leur envie d'aller y travailler. Alors, ça va être mon point. Il y a les jeunes, mais il y a aussi les parents et les professeurs, les instituteurs. Et on a un outil qui marche très bien, qui sont les métiers, qui permettent d'avoir cette part de pédagogie vis-à-vis des jeunes, mais de leurs parents et de leurs professeurs, sur cette compréhension de quels sont nos métiers. Et ça, c'est très important de pas rester dans du flou, mais plutôt d'apporter du concret. On intègre aussi régulièrement des professeurs à l'intérieur de nos structures. Il y a 15 jours, on avait côté espace et défense une dizaine de professeurs collèges et lycées de la région toulousaine pour leur partager pendant une semaine qu'ils étaient nos métiers et qu'ils aient la possibilité ensuite de le réexpliquer autour d'eux. Question peut-être pour Mickaël, même si elle est proposée pour Jean, enfin si Jean veut dire quelque chose, mais je verrai plus. Quelles sont les conséquences en termes de formation et les actions en termes de formation dans les territoires où il n'y a pas de production, suite au le mirage de la vision fabless il y a très longtemps, quand on est sur le coup du tertiaire et la formation dans le domaine notamment industriel, y a-t-il des actions particulières pour aller chercher ces compétences et avec une formation associée à la production? En tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec l'ensemble des services de l'État, puisque on a eu à faire face à ce challenge sur le marché de l'emploi pour pouvoir faire connaître nos métiers. Donc, on prend notre baluchon et puis avec nos recruteurs, nos managers, nos salariés ambassadeurs, on travaille sur les événements particuliers ou des explications particulières sur nos métiers et on accompagne ensuite à de la formation. Si je peux prendre un exemple, on a formé dans la région toulousaine l'année dernière 1000 demandeurs d'emploi, ce qu'on appelle des formations qualifiantes, des CQPM, des formations qualifiantes de la métallurgie, pour pouvoir adapter à des demandeurs d'emploi nos métiers de production. Ça, on le fait, je vous ai donné un chiffre. Une question qui est un peu, on va dire, dans la même lignée. Existe-t-il, pardon, des dispositifs de partenariat public-privé dans la formation des jeunes
qu'ils s'orientent dans le métier de la défense? Mettre en place quelque chose sur le cyber, notamment à Rennes, en partenariat public-privé avec l'Université de Bretagne. Effectivement, l'objectif, c'est autant que possible. On est en train de mettre aussi quelque chose en place à Bourges, là, sur les munitions, partenariat public-privé entre la collectivité locale Bourges, le ministère des Armées, certains industriels Non, présents externe, BDH? sur place. Donc oui, en fait, c'est vraiment utile dans la mesure où, encore une fois, chacun n'a pas non plus de grosses volumétries de recrutement sur certaines compétences et donc le fait de se mettre ensemble pour avoir des parcours de formation qui répondent à nos besoins collectifs permet de mutualiser aussi cet appareil de formation, de trouver des synergies, de mutualiser des réseaux de formateurs et de partager la ressource qui sortira de ces cycles de formation. Donc on voit bien tout l'intérêt de construire ces partenariats publics-privés sur les territoires, appuyer un appareil de formation déjà existant, éducation nationale ou organisme de formation privé. Euh, Ça, c'est important et ça ne peut que se développer au regard de ce qu'on a partagé sur la fabrication de la ressource dont on a besoin. Sur le modèle de notre lycée professionnel, on travaille avec l'écosystème de l'éducation et dans le cadre de France 2030, on a lancé accompagné dans un consortium un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir développer plus de formations. J'ai mentionné la cybersécurité. On réfléchit à l'intelligence artificielle, à la robotique, et pour pouvoir prendre notre part de responsabilité en tant qu'industriel sur la formation et l'accompagnement, soit des jeunes, soit des demandeurs d'emploi vers nos métiers. En région Nouvelle-Aquitaine, la filière aéronautique montait une école d'ingénieurs soutenue par la région, hein, donc à la fois du public et du privé, hein, pour combler un vide justement sur ces ingénieurs de différents niveaux, hein, et donc là, c'est un exemple de partenariat public-privé. Alors, désolé, Mickaël, mais ça va être des questions plutôt pour Caroline. Euh, Au sein de la DGA, la mobilité des civils qui est recherchée ne nuira-t-elle pas au maintien des compétences critiques dans les centres où, en général, les ingénieurs militaires, eux, bougent assez rapidement? Alors, bon, l'objectif, c'est effectivement là aussi d'entretenir le capital de compétences de nos civils au même titre qu'on entretient le capital de compétences de nos militaires. Et aujourd'hui, encore une fois, ça passe aussi par des périodes d'apprentissage, de nouvelles compétences, d'enrichissement dans d'autres univers que la DGA. On revient sur les vies de long terme. Donc effectivement, à court terme, il y a un enjeu de maintien de l'intérêt du service, de la continuité de fonctionnement de nos centres, mais il faut s'inscrire dans le temps long. Et donc pour cela, il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur de la mobilité extérieure aussi pour nos personnels civils et qu'elle soit davantage reconnue, accompagnée, valorisée. C'est une stratégie gagnant-gagnant pour la DGA, même si j'entends bien le sujet court terme de maintien des compétences et de la continuité du service dans nos centres d'essai qui aujourd'hui fonctionnent, réussissent grâce à ce capital de compétences. Et du coup, je relève le doigt pour dire qu'on doit réussir avec la DGA. On a des industriels, pas que Airbus, mais qui sont absolument motivés pour pouvoir travailler sur ces passerelles. La mobilité, c'est compliqué. Ça dépend de l'individu, mais aussi de tout son entourage personnel, de moments particuliers, mais on a besoin de travailler ensemble sur ces opportunités. Alors, je complète, parce que c'est important. C'est effectivement, on en a parlé avec Mickaël, je pense que c'est important qu'on travaille aussi cet aspect-là. J'ai parlé de la mobilité extérieure au sein du ministère, bien au sein de l'État. Il y a tout un enjeu de partenariat aussi avec la BITD. L'enjeu que l'on a, c'est les questions déontologiques qui s'appliquent à nous pour nos personnels tant militaires que civils. Et donc, dans ce cadre déontologique, on doit réussir à construire un espace de mobilité et de coopération. C'est vraiment un enjeu qui est devant nous pour voir dans quel format juridique et dans quel format RH on peut accompagner ces mobilités pour protéger nos collaborateurs contre certains risques déontologiques. En tout cas, il y a vraiment cette volonté d'avancer parce que ça fait aussi partie justement encore une fois, de l'enrichissement des parcours professionnels et du maintien, du développement d'un esprit de défense. Donc, il y a vraiment une ambition qui est partagée. On trouve, encore une fois, les moyens de s'adapter ou de tenir compte voilà,
des règles déontologiques pour que ça se passe dans les meilleures conditions et pour l'entreprise privée et pour nous, organismes étatiques. Et encore pour la DG, pour Caroline. Comment la DG, mais celle-là pourrait peut-être s'appliquer aussi. Puis même, je reprends les. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est pas, je n'impose pas je ne limite pas les réponses. Comment la DGA gère-t-elle la question de la pyramide des âges, et le risque du vieillissement et de l'obsolescence des compétences? Alors, je l'ai indiqué, on a effectivement un renouvellement démographique qui est important avec, là, on voit bien cette année en 2023 un nombre plus important que prévu de départ à la retraite et ça c'est une Mais à peu près, alors on est à 350 départs à la retraite cette année. Et 1000 recrutements. Oui. Vous avez cité 1000 recrutements, donc ça donne un peu le. Sachant que donc effectivement, donc on a cet enjeu de renouvellement démographique et on a un enjeu de mettre en place une politique senior. Parce que l'objectif, c'est effectivement de préserver nos seniors le plus longtemps possible, dans des bonnes conditions et pour eux et pour nous. Ça, c'est un groupe de travail que l'on va effectivement conduire cette année dans le prolongement de la loi retraite, en utilisant tous les leviers qui sont à notre disposition, en termes aussi de gestion du temps, gestion des temps. On a aujourd'hui beaucoup de nos experts qui sont investis dans les fonctions de tutorat, de mentorat, de formation interne. J'ai indiqué, on a 400 formateurs internes, c'est énorme et c'est superbe en fait d'avoir autant de personnel investi dans ces fonctions-là. Et donc, on doit, voilà, à nouveau, peut-être outiller, développer cette politique senior pour les garder le plus longtemps possible, parce qu'effectivement, il y a cet enjeu pour nous de transmission des savoirs et de capitalisation. On y travaille et l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir dès cette année 2024 de nouveaux outils, de nouveaux leviers pour répondre à des attentes de nos collaborateurs, qui souhaitent d'ailleurs rester, mais aussi profiter des nouvelles souplesses offertes par la loi retraite pour rester aussi longtemps que possible. Et puis, à nous, employeurs, de trouver les formats d'organisation qui permettent d'adapter l'exercice des fonctions, l'exercice du temps de travail à cette troisième partie carrière et à ses exigences. Commentaire à ajouter ou c'est à peu près la même Peut-être chose? juste deux traits de ce que tu viens de dire. Il y a une question sur laquelle on réfléchit, c'est comment, après le départ de l'entreprise, on peut garder un lien avec les seniors, pour pouvoir continuer une activité. Et donc là, on est dans une période de réflexion spécifique. Et ensuite, on a une structure à Airbus, qui est une entreprise autonome qui s'appelle Airbus Beyond, et qui est spécialisée dans la capitalisation du savoir et dans le transfert de savoir entre collaborateurs, avec une méthodologie très structurée qui permet de sécuriser que on ait bien cette capture du savoir et un transfert structuré. Dernière question, promis, Michael, pour la DGA. Comment la DGA parvient à être compétitive en termes de rémunération par rapport au secteur privé, dans les domaines où les compétences sont rares et donc chères? Il y a une toute petite question complémentaire. Je ne sais pas s'il y a un lien. C'est pas la même personne qui l'a posé. Est-ce le SGA qui gère le budget pour le poste à la DGA? Voilà. LDA, Secrétaire général de l'administration. En fait, on a une organisation budgétaire et RH partagée au sein du ministère, avec un dialogue permanent sur ces enjeux. Aujourd'hui, on gère une partie de nos personnels pour le compte de tout le ministère. Donc, par exemple, nos officiers des corps d'armement et nos personnels contractuels sont gérés par la DGA et mis à disposition du reste du ministère dans le cadre d'accords, de dialogues de gestion qui se font de manière extrêmement fluide et on a ce même type de disposition pour d'autres ressources qui sont gérées par d'autres et qui nous sont mises à disposition. Cette organisation fait qu'on peut, encore une fois, puiser dans une diversité de viviers de compétences militaires, civiles, titulaires, actuelles, et qui répond à notre besoin. Sur la politique de rémunération, sujet sensible, dans un contexte, on l'a dit, d'inflation, de guerre des talents. Je l'indiquais tout à l'heure, on a engagé une profonde refonte de notre politique salariale pour notre personnel contractuel. Côté militaire,
une refonte a été opérée déjà depuis 3 ans pour là aussi attirer et fidéliser la ressource avec de nouveaux leviers de rémunération. Ce que l'on constate pour nos personnels contractuels qui sont les plus peut-être volatiles dans un marché du travail ouvert dans le secteur de la défense, c'est qu'on est sur des mêmes niveaux de rémunération à l'entrée, c'est-à-dire en sortie d'école. Donc c'est pas là que se passe le gros du sujet, c'est plutôt effectivement 10-15 ans plus tard, où ça commence à diverger. Et donc là, tout l'enjeu est d'avoir, encore une fois, une politique de rémunération qui tient compte justement de cet écart passé 10 ans d'expérience professionnelle pour continuer à fidéliser en notre sein. Ça passe par effectivement des leviers de rémunération et donc une politique plus différenciante de rémunération, mais aussi, encore une fois, par d'autres leviers tels que la formation, les parcours professionnels, des éléments qui font sens pour nos collaborateurs, parce que de toute façon, on reste DGA, organisme étatique, fonction publique, système contraint aujourd'hui par une organisation en termes de finances publiques qui ne nous permettra pas de nous aligner sur le secteur privé totalement. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas, encore une fois, avoir des belles perspectives d'augmentation de rémunération et de carrière en notre sein. Donc voilà, si on souhaite faire carrière exclusivement d'un point de vue financier, ça ne sert à rien de venir travailler dans la fonction publique de manière générale. Inversement, on fait aujourd'hui vraiment des leviers qui doivent nous permettre d'accompagner dans la durée et de valoriser dans la durée nos personnels. Sujet sensible pour nous, je l'ai dit, sur lequel on doit travailler avec notre corps social, avec nos partenaires sociaux. Mickaël le répétait, le disait, c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir une politique de rémunération construite aussi dans un dialogue social et un consensus avec nos personnels, avec nos managers pour que cela porte ses fruits. En tout cas, c'est là aussi un enjeu ferme de compétitivité pour nous et toute la chaîne RH et managériale est aujourd'hui sensibilisée à cet enjeu salarial et de différenciation. Le secteur de la défense est structurellement associé à des hommes, ingénieurs et d'un certain âge. Il suffit de voir les boards des grands groupes pour se rendre compte que les femmes sont soit des RH, soit responsables de la communication. Je pense que c'est un peu caricatural, mais enfin, s'il y a un fond de vrai néanmoins. Quelle politique pratiquez-vous pour accroître la diversité, en l'occurrence, de genre? Peut-être donner un point de vue statistique. Effectivement, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, quand on a comparé les entreprises de défense aux entreprises civiles, on a vu qu'il y avait des différences dans les cadres des ingénieurs, mais il y a aussi beaucoup plus d'hommes. Donc, c'est des chiffres plutôt anciens, ça a peut-être changé, mais on a quand même plus d'hommes dans la défense que dans les entreprises civiles. Et je sais pas, la DGA ou dans un autre service. Alors, nous, on est autour de 27% des effectifs qui sont aujourd'hui féminins à la DGA. Donc c'est pas suffisant, mais c'est pas mal non plus, dans un contexte où encore une fois 90% de nos personnels sont, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers et que, on se heurte, comme toute autre entreprise, qui cherche aujourd'hui à recruter sur ses compétences, à un vivier, formé par les écoles qui est pas suffisamment, important. Néanmoins, là aussi, on y travaille. L'objectif, c'est aussi peut-être de valoriser encore plus nos métiers sous un angle peut-être féminin aussi. Peut-être mettre davantage l'accent sur le côté innovation, technologie, créativité, qui aujourd'hui peut-être résonne aussi davantage auprès de, on a dit, des plus jeunes générations, c'est-à-dire au-delà de l'angle défense et de tout ce que ça peut comporter comme valeur. Il y a pour moi, en tout cas, à la DGA, cette préoccupation, ce souci de l'innovation technologique, de l'excellence technique et technologique sur laquelle on doit encore plus capitaliser pour attirer une diversité de viviers féminins. Et on souhaite aujourd'hui recruter des viviers féminins, finalement, là aussi, à tous les âges de la vie.
Donc j'ai parlé des sorties d'école, des jeunes générations, mais aussi, on a, politique, un message, à destination, de femmes qui aujourd'hui, sont dans le secteur privé, qui souhaitent, passer, 2 premières années d'expérience professionnelle et peut-être une carrière là aussi, dans le secteur privé, rejoindre un organisme public pour, une dernière partie carrière plus orientée sur la mission, sur le sens, sur d'autres valeurs, là aussi, dans nos entretiens de recrutement, on voit que, ça là aussi, on peut avoir une sorte de créneau pour attirer, ce personnel féminin, après, 10, 15, 20 ans à secteur privé, pour rejoindre, l'État, le service public, la DGA pour, là aussi avoir peut-être des projets, des responsabilités, que, ces femmes n'auraient pas, ou n'ont pas eu dans le secteur privé. Donc c'est aussi pour nous un facteur différenciant, sachant que j'insiste sur le sujet, nous n'avons aucune discrimination salariale. On n'a aucun écart de rémunération aujourd'hui entre les femmes et les hommes à la DGA. Donc c'est aussi un de nos points de vigilance, et sans doute parce que voilà, on doit encore, nous muscler davantage en termes de personnel féminin. Néanmoins, c'est là aussi un souci, d'égalité, professionnelle que l'on partage, que l'on promeut, auquel on est attentif, et ça se traduit, sur les rémunérations et sur l'accès aux carrières, aux responsabilités. On n'est peut-être que 27 de femmes, mais aujourd'hui, on a un grand nombre de femmes, qui sont sur des postes à responsabilité, au sein de la DGA, des postes techniques, des postes opérationnels, des postes, de management, de commandement à tous les niveaux, et ça aussi, c'est une grande fierté. C'est quelque chose qu'on doit encore davantage, développer, mais on est déjà bien situé, au sein du ministère des Armées sur ce sujet. Nickel, C'est un sujet qu'on prend avec beaucoup de sérieux et on ne peut pas se limiter à dire il y a moins de 20% de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, donc on ne peut pas faire mieux. On travaille sur les biais déjà pour pouvoir accompagner des jeunes filles à se dire mais moi je peux aller vers ce type de métier. L'année dernière, on a organisé un grand événement avec une association qui focalise l'opportunité pour les jeunes filles de rejoindre les métiers de l'industrie, où on avait des femmes pilotes, des femmes commandants de bord, des femmes pilotes d'avions de chasse qui ont pu partager leur expérience avec des jeunes filles au collège, pour leur dire c'est possible, tu peux faire ce type de métier. Il y a une vidéo qui est très intéressante, je vous la ferai passer, peut-être qu'on peut la faire circuler. On mettra avec le demande, conforme. demande à une école et à une classe de pouvoir dessiner un pilote de chasse, un chirurgien, un pompier. Donc chacun dessine et je pense qu'il y avait quelque chose comme 80% de visages masculins. Et ensuite, la professeure, il y a un peu d'émotion quand on regarde cette vidéo, demande aux enfants s'ils veulent les voir en vrai. Et donc, bien entendu, ils disent oui, ils ouvrent la porte et là, on voit c'est un pompier, un chirurgien avec un bandeau qui rentre. Et puis, au fur et à mesure, ils enlèvent, puisque ce sont des femmes, leur casque et leur masque. Et là, on voit la réaction des enfants sur mais c'est possible, c'est pas des hommes. Et je pense que là, on a énormément de travail à faire sur convaincre les jeunes filles de pouvoir rejoindre des métiers techniques ou des métiers de la défense. Après, à l'intérieur de l'entreprise, on doit aussi convaincre nos collègues féminines qu'elles peuvent poste à responsabilité ou parfois, peut-être qu'on le voit en termes de différence entre des hommes et des femmes, ils auraient un peu moins tendance à dire mais je peux prendre ce poste, j'y vais, je postule. Donc là, on a aussi une responsabilité à l'intérieur de l'entreprise de pouvoir à la fois les détecter et les encourager à postuler. Et après, en dernier point, je pense que la loi Rixin, c'est très bien parce que ça vient de nous imposer Alors, avec ça, la loi Rixin qui impose à toutes les entreprises à l'échéance de 2030 d'avoir 40% dans ces équipes dirigeantes du personnel féminin sous peine de pénalité financière, force tout un système à penser différemment et à ouvrir à une logique de diversité qui finalement enclenche tout un tas d'actions très concrètes qui viennent dépasser le je ne peux pas faire autrement,
il y a moins de 20% de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. C'est un raccourci qui a trop souvent été malheureusement utilisé et sur lesquels maintenant, je vois en tout cas dans mon entreprise, mais aussi dans le secteur industriel et auprès de mes collègues, une vraie ouverture d'esprit sur ce thème avec des vraies actions très. Une autre question qui touche aux rémunérations. Comment gérez-vous le grand écart, si grand écart il y a, entre l'inflation des salaires des jeunes profils aujourd'hui et le souci de conserver une équité interne avec des profils plus expérimentés? Y a-t-il un problème? Et oui, s'il n'y a pas de problème, c'est clair, mais s'il y a un problème, comment on gère? Le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est toujours difficile. On le regarde chacun avec son angle, son point de vue, en comparaison avec les autres, une autre entreprise, un autre secteur, une négociation. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. On a dans la façon de travailler sur les augmentations, un certain nombre d'outils. Hein. Déjà, on travaille sur les augmentations générales, en tout cas dans une période d'inflation très forte, alors que sur la population des cadres, on était plutôt sur des augmentations individuelles complètement discriminées. On a fait le choix pendant une période, pas certainement s'arrêter, mais pendant une période d'avoir des augmentations générales, ce qui permet de venir voir une certaine équité. Ensuite, on- on regarde la façon dont sont distribuées euh, les augmentations individuelles, on s'assure qu'il n'y ait pas euh, ces augmentations qui soient orientées uniquement sur une catégorie de la population, pour s'assurer d'une vraie balance. La nouvelle classification de la métallurgie nous permet aussi d'avoir une référence par rapport à des minima sur des postes. Euh, donc, moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait un problème spécifique, mais en tout cas, on a des outils qui nous permettent de ne pas basculer sur des dérives. Caroline, les différents statuts qui existent au sein de la DGA sont-ils une contrainte supplémentaire pour la gestion des ressources humaines? Je pense que c'est une richesse. Je l'ai dit, en fait, c'est vraiment une capacité à puiser dans différents viviers de compétences et ça, c'est indispensable pour. Vachement, il parlait des statuts, donc Oui, c'est peut-être justement, parce que l'aspect. finalement, via les statuts, en fait, on a différentes voies de recrutement possibles. D'accord. Des voies de recrutement de militaires, des voies de recrutement de civils. Et donc, ce ne sont pas les mêmes qui candidatent aux différentes voies D'accord. non plus. D'où le fait d'avoir aujourd'hui des équipes diverses, plurielles, dans nos équipes, enfin dans nos services, c'est plutôt une force et après, en termes de gestion, oui, c'est un challenge au quotidien de faire vivre, et cohabiter ces différents statuts parce que, ce ne sont pas les mêmes règles de rémunération, d'avancement, de promotion et donc, au sein des collectifs de travail, on parlait tout à l'heure de la rémunération, il peut y avoir, voilà, des différences, et donc il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, pour expliquer aussi, comment, tout cela fonctionne. C'est un challenge au quotidien pour les managers, hein, qui doivent, aujourd'hui aussi, passer, d'un statut à l'autre. On est aujourd'hui là en pleine campagne managériale avec les entretiens d'évaluation annuels et tout ce qui s'attache à ces entretiens, c'est-à-dire justement les propositions de promotion, les propositions d'augmentation de rémunération, de variables, et cetera. Chaque statut a ses propres règles. On essaie d'avoir un calendrier commun, de manière à ce que le manager puisse, valoriser ses équipes, en même temps, même si les enveloppes, sont différentes. Donc oui, au quotidien, ça peut représenter, un challenge pour, nos managers. Côté RH, on est habitué et on y voit encore une fois plutôt le côté positif, des choses, et heu et il y a quand même, encore une fois, dans une stratégie employeur, une logique aussi de convergence, d'harmonisation sur un grand nombre de process. On parlait de la mobilité tout à l'heure. La mobilité, aujourd'hui, elle est faite dans les mêmes conditions, pour, nos différents personnels. La formation aujourd'hui, elle est aussi faite dans les mêmes conditions. On a une offre de formation qui est commune, donc on essaie aussi d'avoir, un grand nombre de process communs, indépendamment des logiques, statutaires. Peut-être plutôt pour Michael. Le secteur de la défense, ce sont des donneurs d'ordre et c'est une supply chain avec notamment les PME.
Quelles actions les entreprises mènent pour aider les PME à disposer des bonnes compétences nécessaires à leur développement? Alors, je pense qu'en particulier pendant la crise Covid, il y a eu un gros travail qui a été fait et surtout dans le cadre du GIFAS, mais aussi il y a un angle aéronautique, il y a aussi un angle défense fort pour pouvoir accompagner les PME sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Ensuite, dans le domaine de l'emploi, on lance des actions, bien entendu, on est compétiteurs, mais on a aussi besoin, dans le cadre de, de communication sur le marché de l'emploi, d'y aller en collectif. Et finalement, les grandes entreprises permettent aussi de supporter les PME dans leurs besoins sur le marché de l'emploi. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'action qu'on a avec France 2030, ça s'appelle la manifestation d'intérêt, ce consortium qu'on a créé pour pouvoir développer de nouvelles formations. Et donc, ce consortium, on s'est attaché à avoir aussi des PME pour qu'elles puissent bénéficier de jeunes qui sortiraient formés de notre structure de formation. Donc, on est à la fois du fait qu'on travaille tout seul et de nécessité d'accompagner ces PME dans quelques exemples. Il y a quelques années, un plan mené par le GIFAS qui s'appelait, je crois, Performance industrielle, qui disait à ce que les grands comptes aident, donc c'est sous l'égide du GIFAS, la formation plus que la formation d'ailleurs, des pratiques des entreprises, et notamment des PME. Ça existe toujours ou Alors, quelle est la dénomination? Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est ce que je mentionnais, hein, pendant la crise Covid, il y a eu une attention très particulière sur l'accompagnement et notamment sur l'aspect financier et les difficultés Mais là, c'est plus l'aspect technique. de besoins en fonds de roulement des PME. Et après, sur la partie formation ou recrutement, on a eu une grosse opération de communication au niveau du GIFAS qui s'appelait l'Aéro-Recrute. L'année dernière, on a recruté 18 000 personnes, l'année d'avant aussi. Et ça n'a pas été fait uniquement pour les grands groupes, mais justement pour pouvoir bénéficier à l'ensemble de l'écosystème. Au-delà des compétences industrielles, quels sont les besoins des entreprises en matière RH, finance, risque pays? Masters qui se sont développés en défense et en sécurité répondent-ils à une demande? J'imagine que la personne qui pose la question, elle est suivre ce master. Je ne sais pas qui Alors, repose. je peux peut-être intervenir, hein. Il y a un déficit, comme je l'ai dit, de formation défense à l'université. On a vu le problème, là, on cite les masters de finance. On a beaucoup de problèmes, où les problèmes de financement de la défense se sont accentués. Nous, plus que les critères ESG, c'est plutôt un problème de compétences des financiers qui connaissent pas le domaine de la défense. D'où l'intérêt de développer des formations en finance avec une option défense. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à l'université, hein, de développer de plus en plus de formations, entre guillemets, qui étaient civiles, mais on essaie de mettre une connaissance du monde de la défense à l'intérieur. Et au-delà, on va travailler, pardon, juste un petit point, à l'intérieur de nos entreprises sur l'acculturation au monde de la défense. Je mentionnais la communication qu'on a autour de nos réservistes opérationnels, pas uniquement dans la partie défense de l'entreprise, mais aussi dans la partie civile. Et c'est important pour nous qu'il puisse y avoir cette compréhension du monde spécifique de la défense. Et on le voit, nous, les besoins en économie de défense, hein, il n'y a pas de formation en économie de défense, ou très très peu. Et donc l'équipe, là, on est les seuls à traiter un peu ces questions-là. Et il faudrait développer les compétences, hein, pour pouvoir embaucher à la DGA ou dans nos entreprises spécialistes de l'économie de défense. Question pour Jean à nouveau. L'offre de travail que vous avez présentée est aussi déterminée par la dynamique de la population. Or, avec la baisse de la natalité, des contraintes supplémentaires risquent d'apparaître sur le recrutement. Quels effets théoriques attendre de cette dynamique démographique? Alors, on a parlé, hein, de la pyramide des âges dans les entreprises ou à la DGA. On va retrouver la même au niveau de la population française. Et donc, on s'attend dans les années à venir, hein, à des tensions importantes sur le marché du travail. Donc, on sait très bien que quand l'offre se réduit, hein, que la demande reste constante, ben, le prix va augmenter ou les avantages indirects doivent augmenter. Et puis, il faut trouver des solutions pour augmenter cette offre d'emploi.
Donc, il y a déjà plusieurs solutions hein, qui sont testées. On parle de l'immigration, on parle de raccourcir les durées de formation, d'augmenter les périodes de retrait de l'âge de la retraite. Voilà, hein, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir augmenter cette offre d'emploi. Sinon, avec une demande constante, on va avoir les prix qui augmentent. Le salaire, c'est-à-dire. Euh, les problématiques TIC sont-elles un frein au recrutement des nouveaux collaborateurs? Je sais pas ce qu'il y a derrière le mot éthique, je sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, c'est. En tout cas, c'est pour ça que j'ai pris le temps de parler oui, de l'esprit de défense, mais aussi du sens qu'on veut donner, ce qu'on appelle le purpose en anglais, pour notre entreprise. On est à la fois pionnier, à la fois on connecte les gens, mais à la fois on est aussi réaliste hein, sur la nécessité de pouvoir protéger et protéger. C'est aller chercher des personnes en difficulté avec nos hélicoptères. C'est être capable de pouvoir regarder avec les produits comme les satellites sur ce qui se passe à la fois au niveau environnemental, mais aussi au niveau stratégique quand il y a des opérations particulières. Et c'est aussi une force de dissuasion. C'est ça, faire partie de la partie protection. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste sur les nécessités de pouvoir protéger aussi. Je pense que c'est compris. Après, libre à chacun de pouvoir se positionner, mais voilà, on est une entreprise qui assumons la réalité de nos produits. Et le Là, pourquoi. là encore, je pense qu'il faut introduire des cours sur le conflit hein, pour faire comprendre le rôle de la défense, le rôle de l'armement. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine, hein, l'armement n'est pas là que pour attaquer, mais il est là aussi pour défendre. Et puis, vous l'avez dit, un rôle très important de la défense, hein, c'est la dissuasion. Et donc, pour nous, on est plus en paix finalement dans un monde où il y a un peu d'armes, hein, parce que s'il n'y a pas d'armes, il y aura toujours l'adversaire qui est incité à en produire et à venir s'approprier vos biens. Vous le dit le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, il faut gagner la guerre avant la guerre. Voilà. Euh, quelle politique, vous avez parlé de ce que vous faites vis-à-vis des seniors, voire même des gens qui ont quitté l'entreprise et qui pourraient. Et là, c'est quelle politique de recrutement pour les seniors issus de l'extérieur de vos organisations? Est-ce que vous le considérez comme un vivier obsolète ou trop cher? Et Peut-être un chiffre, nous on se fixe l'objectif de recruter 30% de jeunes. Parce qu'on peut avoir plutôt une tendance à aller chercher des gens expérimentés. Donc, en fait, le challenge est un peu plus dans le sens inverse. Comment s'assurer d'avoir suffisamment de postes ouverts pour les générations qui sortent des écoles, des universités, des écoles d'ingénieurs. et donc, et donc les seniors, vous recrutez beaucoup de seniors. C'est-à-dire Seniors, vous leur dire 50 ans et plus. ça veut dire 70% au-delà de 30 ans, Voilà. ce qui est beaucoup. Je n'ai pas une statistique en tête sur les plus de 50 ans, mais on recrute des personnes qui ont plus de 50 ans aussi avec de l'expérience, une expertise. Ça ne fait pas partie de freins particuliers. Pareil, en fait, j'ai indiqué, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, pour nous, un vivier senior dans le secteur privé, masculin que féminin, on peut attirer effectivement sur le projet, la mission, les responsabilités. Potentiellement, il peut y avoir des baisses de rémunération, il faut en être conscient, voilà, sur le niveau de départ. Néanmoins, on a d'autres atouts et on a notamment l'approche territoriale. Encore une fois, hein, je reviens sur ce sujet, 18 sites en France. Ça peut permettre de se rapprocher d'un bassin de vie, d'un bassin familial. Pour les aidants, on sait que c'est aujourd'hui une préoccupation toute particulière, y compris de nos propres collaborateurs. On cherche aujourd'hui effectivement à attirer cette ressource-là. On a aussi des collaborateurs, alors ça reste encore minoritaire, mais des collaborateurs qui nous ont quittés et qui reviennent passer 50 ans, qui montrent là aussi, je le disais, un fort attachement à la maison des GA. Et c'est aussi pour nous, voilà, une source de
richesse de pouvoir attirer ces anciens qui reviennent et ces profils extérieurs qui ont une maturité, une expérience, une expertise qui peut nous être hautement précieuse. Donc oui, on peut candidater à tous âges de la vie pour un poste à la DGA et on y est extrêmement sensible et favorable. Et nous, on essaie de développer la formation continue pour justement permettre ce recrutement de personnes qui est moins jeunes, mais ça prend du temps à l'université. Dernière question, parce que le temps tourne. Tout à l'heure, Jean, dans sa présentation liminaire, avait évoqué les problèmes de difficultés de recrutement que connaissaient les entreprises, et notamment dans certains métiers. En ce qui vous concerne, dans vos organisations, quelles sont les qualifications, les spécialités pour lesquelles vous avez les plus de mal à recruter? Il y en a une, mais bon, après, c'est un peu un lieu commun qui est celle de tout le monde autour des métiers de l'informatique, et en particulier la cybersécurité. C'est pour ça qu'on a créé notre propre diplôme qui commence à un niveau Bac+3 pour aller jusqu'au niveau master. Là, clairement, ça fait partie de nos challenges. Mais bon, je pense que j'apprendrai rien à personne en disant ça. Il n'y a pas d'autres, c'est ce domaine-là, effectivement. Après, j'en l'ai dit, le marché est hyper dynamique, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit nous aussi attractifs, tout ce qu'on vient de se dire. Mais vraiment, s'il y a un secteur particulier où on est challengé, c'est sur ce domaine. Ouvrier, technicien, il n'y a pas de... On a formé 1000 demandeurs d'emploi à des formation qualifiante. C'est aussi l'exemple que je prenais. Donc, est-ce qu'il y a un challenge? Oui, il y a un challenge. Est-ce que le marché de l'emploi est dynamique? Oui. On arrive à trouver des solutions pour pouvoir recruter. Mais vraiment, s'il y a un domaine spécifique, cyber. Caroline? Ouais, bah, effectivement, cyber et plus largement tout le numérique avec aujourd'hui aussi tous les nouveaux métiers, intelligence artificielle et autres qui vont être confortés. Donc, on a effectivement cet enjeu d'attractivité au sein de l'État, du ministère des Armées et donc de la DGA sur ces métiers nouveaux. On travaille notamment aussi sur les questions de rémunération pour rester compétitif. Avec une circulaire de la Première ministre publiée début janvier qui nous offre de nouveaux leviers de rémunération là aussi pour attirer et fidéliser cette ressource au sein de l'État pour pouvoir réinternaliser la compétence. Donc c'est un enjeu majeur pour tout l'État et pour nous tout spécifiquement à la DGA sur lequel on travaille en lien avec la direction des ressources humaines ministérielles pour avoir cette capacité à attirer, fidéliser, à construire ses parcours professionnels en interne du ministère pour répondre à nos besoins de compétences et encore une fois dans un marché du travail extrêmement compétitif sur ce créneau-là. Donc si on ne réagit pas là rapidement, on sera vraiment en difficulté sur ce secteur-là, d'où des actions structurantes qui ont été engagées à la demande du ministre sur ces questions. Puis cela aussi être au rendez-vous de la programmation militaire et de nos programmes d'armement sur ces enjeux. L'INSEE analyse un peu les causes de ces pénuries sur ces emplois. Ces pénuries ne sont pas dues à un niveau de salaire ou à une difficulté du travail. C'est beaucoup une intensité de la demande et un vivier qui est très réduit. Donc, il faut travailler sur les formations également. Bien, Caroline, Michael, Jean, merci beaucoup pour vos contributions et vos réponses. Merci également à vous qui avez rendu ce webinaire intéressant par vos questions. On a posé presque toutes les questions. Certaines étaient vraiment trop spécialisées. Je me suis permis de ne pas les poser. J'espère que vous avez donc pu apprécier ce webinaire. Comme d'habitude, vous recevrez demain, enfin en tout cas très prochainement, un questionnaire de satisfaction. Merci de le remplir. Ça nous permet à chaque fois de nous améliorer, d'essayer de nous améliorer et d'avoir d'autres suggestions de webinaires. Vous aurez, là, ça aura un petit peu plus de temps, une synthèse qui vous sera présentée et la vidéo sera présentée en ligne pour vous permettre soit vous de revoir, soit de faire connaître ce webinaire et de le faire voir par d'autres personnes autour de vous. Merci et à très bientôt pour un prochain webinaire de la chaire Économie de Défense. Au revoir.